Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Peut-être France Biotech, vous voulez faire une courte introduction? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et bonjour à tous. David Comartin, vice-président de France Biotech. Donc, ce webinaire est organisé en collaboration avec la DGE et France Biotech par la commission MedTech et Diagnostic. Donc, moi, je suis aujourd'hui ici en tant que facilitateur et co-animateur de la session avec les membres de la direction générale de l'entreprise. Et je co-coordonne la commission MedTech et Diagnostic qui représente les entrepreneurs de France Biotech qui participent à cette commission-là, qui regroupe environ 150 personnes. Aujourd'hui, quelques mots de France Biotech. Donc, c'est une association qui a 26 ans d'existence, qui est indépendante, qui fédère au niveau national les entrepreneurs de l'innovation dans la santé, dans les trois dimensions que sont la pharma, la medtech et le numérique en santé, et qui a à ce jour 650 entreprises membres à jour de leur cotisation. Voilà, il y a dans les différents groupes de travail, il y a 7 commissions et 5 groupes de travail qui travaillent et qui œuvrent avec une dizaine de permanents et des task force sur la feuille de route de France Biotech et qui consiste à améliorer les conditions de l'écosystème pour favoriser l'innovation. Et donc aujourd'hui, avec nous dans cette présentation du PIEC et notamment Tech for Cure, on va avoir 4 intervenants. On va avoir Emma Charon qui est chargée de mission au niveau de la DGE Santé, Lise Garcia qui est aussi chargée de mission au niveau des projets européens, Thomas Levaux qui est là pour nous parler de la politique industrielle de santé, et Valentine Terret qui est chef de projet souveraineté européenne et décarbonation des industries de santé. Donc merci à tous et à toutes pour votre présence, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les renseigner dans le chat. Et donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci encore à France Biotech pour son accueil et l'organisation de ce webinaire. Donc en effet, je sais que ma collègue Emma Charon, nous allons vous présenter l'outil du PIEC Santé. Malheureusement, Valentine Terren ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui, elle s'en excuse. J'essaierai de répondre du mieux possible aux questions que vous pourriez avoir sur son périmètre. Je vais commencer par une courte introduction sur l'outil PIEC en lui-même. Après quoi, ma collègue vous présentera l'histoire un petit peu du PIEC Santé, avant de faire un point sur cette deuxième vague dédiée aux dispositifs médicaux, qui s'appellera donc Tech for Cure. Donc pour commencer, le PIEC Santé, donc l'anagramme de projet européen important d'intérêt commun, c'est un instrument de financement qui permet de mettre en place une politique industrielle européenne encourageant l'innovation, la recherche et le développement dans les domaines industriels stratégiques. Donc c'est un outil qui a été conçu à l'origine pour des domaines tels que les batteries, l'hydrogène, le cloud, mais qui a pu également être décliné sur le domaine de la santé à la suite des événements du Covid-19. Donc le PIEC Santé, c'est un instrument juridique qui permet aux États membres de solliciter auprès de la Commission européenne le droit de déroger aux règles qui d'ordinaire restreignent les aides d'État pour financer directement des entreprises dans des secteurs critiques avec un besoin de financement massif. Donc par rapport à d'autres dispositifs, le PIEC Santé a des avantages certains, donc les montants d'aide sont plus élevés. Alors le chiffre de 50 millions est indicatif, on est plutôt à partir de 30 millions d'euros, et on peut aller bien au-delà. Le PIEC Santé permet des collaborations entre acteurs privés et publics, et le soutien financier va des coûts de RDI jusqu'au premier déploiement industriel. Donc le PIEC Santé est un outil qui est extrêmement, je dirais, qui est un outil d'intervention de l'État quand même très significatif, et de fait, il doit être validé par la Commission européenne et respecter certains critères qui permettent d'assurer qu'il n'y a pas une distorsion de la concurrence européenne trop importante. Donc pour ça, on ne finance par principe que les innovations de rupture qui permettent de dépasser l'état de l'art, innovations qui contribuent aux objectifs de l'Union européenne, donc objectifs assez généraux de croissance, compétitivité, de durabilité, avec des retombées positives pour l'écosystème, à plus large échelle et pas seulement au niveau de l'entreprise. Des projets qui aussi comportent des cofinancements par l'entreprise ou par d'autres fonds européens, et aussi des collaborations. L'entreprise doit collaborer avec différentes entreprises dans d'autres États membres participants, et je vais y revenir plus tard. Des collaborations également avec des acteurs de son écosystème, qu'ils soient académiques ou privés. Et le projet doit également répondre à des failles de marché. Une faille de marché, c'est simplement une théorie économique un peu particulière. Pour justifier d'une aide d'État très substantielle, on doit démontrer que le projet ne pourrait pas se faire sans aide d'État, et donc justifier de conditions de marché extrêmement défavorables, et ceci, bien sûr, en amont de l'attribution d'une quelconque aide.
Les coûts éligibles sont aussi plus larges que ce qu'on peut trouver sur des guichets comme ceux de France 2030 que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc on prend non seulement en compte les coûts de R&D, mais aussi les amortissements CAPEX, OPEX, les constructions liées au projet d'infrastructure, etc. Donc l'éventail de coûts est plus large, les montants sont plus importants, mais avec une conditionnalité, je dirais, plus lourde que sur des guichets dits non notifiés qui ne passent pas donc devant la Commission européenne comme ceux de France 2030. On peut participer à un PIEC en tant qu'entreprise sous 2 statuts différents. D'abord, le statut de partenaire direct, qu'on appelle aussi les chefs de file. Donc, ce sont des acteurs de droit privé qui portent l'essentiel d'un projet. Un projet donc d'innovation, mais aussi avec un volet industriel qui est obligatoire. Ce chef de file est sélectionné par l'État membre, qui ensuite va commencer d'abord par une instruction au niveau national, et une fois qu'on a un feu vert, le projet de chef de file sera porté devant la Commission européenne pour une double instruction au niveau européen. Donc ce statut permet de mener un projet d'innovation avec une assiette et des volumes d'aide plus intéressants que sur des guichets ordinaires, et sur des projets vraiment de R&D et des industrialisations très innovants et très ambitieux, puisqu'on est sur des durées qui sont supérieures à 5 ans. Pour vous donner une idée, sur la vague 1, on avait plutôt des projets qui duraient une dizaine d'années à peu près. Donc c'est vraiment des projets très ambitieux et qui dépassent très largement l'état de l'art. Ce statut permet aussi de bénéficier de synergies européennes et d'une visibilité internationale très importante, puisque les projets PIEC ont beaucoup d'expositions, et les chefs de file en sont les principales vitrines. Ce statut de partenaire direct, même si c'est celui qui bénéficie de l'essentiel de l'aide, implique également une instruction européenne qui est très exigeante, aussi bien sur le plan technique que financier, donc du temps capital humain et du temps dédié au projet. Je vous ai mis quelques grands principes auxquels les partenaires directs doivent se plier, donc notamment au niveau de l'analyse financière, l'exercice du scénario contrefactuel qui peut être parfois un petit peu inattendu quand on connaît les guichets allégés nationaux ordinaires. Concrètement, vous devez démontrer que le projet n'est pas réalisable en dehors d'une aide d'État très substantielle et sur des durées de projection qui peuvent être très importantes, parfois qui dépassent 20 ans. Il y a aussi une situation centrale des défaillances de marché dont je vous parlais. Donc il faut pouvoir démontrer par la connaissance du marché que le projet ne pourrait pas se faire dans des conditions ordinaires, et également des engagements de dissémination qui sont très forts. On attend d'un partenaire direct qui développe donc des éléments de propriété intellectuelle très nombreux, qu'il en fasse aussi profiter son écosystème. Donc pour ça, il y a des engagements aussi bien en termes de partage des recherches, de publication, des engagements avec des acteurs de recherche académique, mais également, par exemple, le respect des conditions FRAND sur les licences accordées. Il y a également un suivi continu du projet qui est donc exercé par la France pour les projets français. Concrètement, la DGE, à partir du moment où le projet a été sélectionné au niveau français, accompagne l'entreprise, un peu à la manière d'un consultant, tout au long de l'instruction et au-delà, dans la contractualisation qui s'effectue avec BPI France, puisque même si la Commission européenne donne son accord, c'est toujours des crédits français qui sont attribués aux chefs de file français. Et donc l'accompagnement se poursuit ensuite sur tous les versements des tranches d'aide. Et là, on est sur un process qui est plutôt similaire à ce qu'on trouve sur des guichets France 2030, avec une revue annuelle des projets. Donc, avec encore une fois du temps et du capital humain consacré au projet. L'autre statut pour lequel on peut participer, c'est le statut de partenaire indirect. Donc là, c'est un acteur de droit privé ou public, ça peut être un académique ou un hôpital, pour des activités d'innovation qui sont directement liées au projet. Concrètement, un partenaire indirect apporte au projet une brique technologique essentielle et fait l'objet donc de sa propre instruction uniquement au niveau français. Il échappe à l'instruction européenne. En revanche, son contrat d'aide est lié à celui du chef de file pour la réalisation des items convenus en amont, avec une feuille de route de collaboration, un partage des risques, règles de gestion de l'API, conditions de rémunération, etc. Tout ceci étant négocié en amont, avant la contractualisation du chef de file, pour assurer aussi aux partenaires indirects des conditions partenariales qui soient avantageuses et qui bénéficient aussi d'une visibilité internationale, puisque les partenaires indirects participent également à ce qu'on appelle les phases de matchmaking. Concrètement, toutes les parties prenantes dans un PIEC sont invitées régulièrement à se rencontrer pour essayer de faire émerger des synergies, d'établir des collaborations, premièrement entre les partenaires directs, entre les chefs de file des différents États membres, mais également entre partenaires indirects et chefs de file. Oui, donc pour vous parler plus précisément du PIEC Santé, il a été lancé donc il y a 2 ans en mars 2022
16 États membres de l'Union européenne ont rejoint le projet. L'idée du PIEC, c'est vraiment de contribuer aux objectifs de l'Union européenne en termes de santé et de coller avec les objectifs du Pacte vert, de la nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe et donc toutes les stratégies européennes dans leur ensemble. L'idée aussi du PIEC, c'est de... Pardon, je pense que... Pardon. L'idée du PIEC, c'est aussi de financer donc plus largement que certains autres guichets de financement, c'est de financer toutes les dépenses allant du premier déploiement industriel aux premières phases, des phases de R&D au premier déploiement industriel sur des projets très innovants dont les innovations sont disruptives et qui n'auraient pas pu être financés dans un autre cadre que celui du PIEC. Et enfin, la troisième idée, c'est vraiment de contribuer à créer une Europe de la santé avec une santé plus accessible et une qualité de soins et d'offres de soins. Donc cette première vague appelée Med4Cure, elle concernait essentiellement le secteur pharmaceutique pour pouvoir développer des médicaments pour la recherche pour le cancer, pour les maladies rares, mais aussi pour pouvoir anticiper les futures pandémies. Donc, elle a été pré-notifiée en 2022 et elle est en phase d'être notifiée ce premier semestre 2024. Il y avait 31 projets européens, dont 3 qui ont été menés par la France. Et voilà. Concernant maintenant la deuxième vague des projets, Tech4Cure, dont on a lancé la consultation au 1er mars et qui se termine au 30 avril. Pour vous donner une idée, donc cette deuxième vague a déjà été pensée, a déjà été préconçue, co-créée avec les autres États membres de l'Union européenne qui ont souhaité rejoindre cette vague, et elle concerne donc le secteur des nouvelles technologies dans la santé. Il y a 10 États membres qui ont annoncé leur participation et en tout cas participer aux discussions avancées sur ces segments de marché qui ont été identifiés. Et donc le périmètre qui a été sur lequel les discussions ont abouti est le suivant. Donc on a identifié 3 segments. Le premier qui est l'imagerie médicale nomade, connectée et compacte. Le deuxième qui vise à augmenter la durée de vie des dispositifs médicaux implantables actifs. Et enfin, la dernière, qui vise à améliorer la conception et la fabrication plus durable des dispositifs médicaux. Et donc, pour vous donner une idée du calendrier de cette deuxième vague, jusqu'au 30 avril, on consulte l'écosystème, donc on rencontre un maximum d'acteurs, on organise des webinaires pour comprendre comment fonctionne l'écosystème français des dispositifs médicaux, et on reçoit vos différents one-pagers. De mai à juin, on va auditionner les chefs de file, donc tous les candidats qui postulent en tant que chefs de file français. Il y aura une première sélection, une présélection française à la fin du mois de juin. Et à l'été, on vise à organiser à l'échelle européenne différents matchmaking, que ce soit entre les partenaires directs, mais aussi avec les partenaires indirects des différents États membres qui auront été identifiés sur les différents projets. Et sur le dernier semestre 2024, on va constituer les dossiers à l'échelle de chaque État membre qu'on va pouvoir soumettre à la Commission d'ici la fin de l'année. Voilà, c'était les grandes lignes sur cette deuxième vague Tech4Cure. Maintenant, si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Aussi, si vous voulez revenir un petit peu sur les détails de l'instrument, voilà, je vous laisse intervenir. Je crois que c'est par le chat uniquement les questions. Oui, et pour l'instant, je vois aucune question. On va attendre quelques petites minutes. On va rappeler à tout le monde que le chat est ouvert. Aux questions. Alors, en attendant qu'il y ait des questions, moi j'en ai une pour vous. Est-ce qu'il y a des limitations aux appels à projets? Est-ce qu'il y a des candidats qui ne sont pas... voilà, est-ce qu'il y a des pistes à éviter pour faire perdre de temps à personne? Alors, bonne question.
Cette consultation, donc Tech for Cure, elle est ouverte jusqu'au 30 avril. À ce stade, il s'agit uniquement d'identifier des acteurs français qui sont intéressés par les deux statuts, donc chef de file ou partenaire indirect. Donc de fait, sont admis aussi bien les entreprises start-up, PME, grandes entreprises, mais aussi les acteurs académiques. Et à ce stade, vraiment, nous essayons d'examiner les profils des acteurs qui pourraient être intéressés, les projets qu'ils auraient en tête, et examiner en direct avec eux l'éligibilité ou non par rapport aux priorités françaises et aux exigences aussi européennes en matière de PIEC, puisque comme nous avons l'expérience de la première vague du PIEC, nous savons un petit peu quels peuvent être les points bloquants sur des projets. Par exemple, certains projets auront, on sait, du mal à justifier de failles de marché suffisamment importantes pour convaincre la Commission européenne. D'autres poseront problème pour des raisons aussi de respect du droit de la concurrence. Donc voilà, comme nous connaissons ces problèmes, ce que nous faisons, c'est que dès que quelqu'un nous contacte, il y a un one-pager de réponse à cette consultation qui est assez standard. Nous reprenons contact avec la personne en question et essayer d'examiner un peu le détail du projet. Et aussi voilà, de prodiguer quelques conseils pour commencer à monter le dossier. À ce stade de la consultation, je dirais qu'on est vraiment sur un pied dans la porte sur l'outil PIEC. C'est évidemment non engageant, mais c'est pour connaître un petit peu quelles seraient vos perspectives d'innovation. Vous l'avez vu, on est sur des projets qui sont extrêmement longs, avec des intensités d'aide très importantes. Donc ce n'est pas pour de l'innovation, je dirais, business as usual. On est vraiment sur de la prospective à plus de 10 ans. Donc voilà, mais il n'y a pas de censure à avoir. On a une priorité politique donnée en France pour cette vague aux acteurs émergents, donc de petite taille. C'est vrai que la première vague, les projets français étaient essentiellement des grands groupes. Il faut dire aussi que la thématique s'y prêtait mieux puisqu'on était sur les biomédicaments, mais là sur cette seconde vague, je dirais qu'il y a une volonté de favoriser les acteurs émergents. Et nous, on est tout à fait prêts à accompagner des acteurs plus petits, sachant qu'on a aussi, avec la Commission européenne, procédé à des allègements de la gouvernance du PIEC Santé par rapport à la vague 1, pour permettre aussi d'admettre des porteurs de projets avec oui, je dirais, une envergure de projet un peu inférieure à ce qu'on a pu voir par rapport à la première vague. Ok, merci pour votre réponse. Juste pour vérifier, vous allez bien partager votre présentation à toutes les personnes qui ont suivi le webinaire? Oui, tout à fait. On a juste un tout petit amendement à faire par rapport au nombre d'États membres qui participent à la seconde vague. Nous avions 10 États membres dans les discussions pour la définition du périmètre et 6 États membres qui sont en train de sélectionner des chefs de file, dont la France. Donc voilà, je me permettrai juste d'amender ce point avant de vous l'envoyer. Très bien. Alors, il y a une question dans le chat de Maxime qui nous dit qu'en fait, il cherche un contributeur, un chef de file en fait, parce que eux, ils ont une solution qui permet l'utilisation des dispositifs médicaux plutôt à la fin. Et donc, s'ils cherchent des partenaires potentiels, est-ce que vous avez des solutions à leur donner en termes de matchmaking par rapport à d'autres innovations avec lesquelles ils pourraient se fédérer? Bien sûr. Alors, il y a deux cas de figure. Où un partenaire vient nous voir en disant voilà, moi je suis chef de file ou partenaire indirect et j'ai déjà mon écosystème projet qui est défini, auquel cas on prend contact avec tout cet écosystème et on essaye déjà dans une perspective de construction de projets en commun, sachant qu'on admet aussi des formes juridiques comme les consortiums pour les chefs de file, donc parfois le format juridique peut varier un petit peu. Auquel cas, voilà, on prend le projet déjà dans son ensemble, on discute avec tous les acteurs pour essayer d'avancer dans une logique déjà partenariat. Si on vient nous voir en nous disant voilà, je n'ai pas de chef de file ou je n'ai pas de partenaire indirect, mais j'ai besoin de telle et telle brique technologique, ou alors je peux me relier à tel type de projet. Nous, comme nous avons les one-pagers de tout le monde, on essaie de faire, je dirais, d'essayer de trouver des synergies intelligentes entre les porteurs. Et il y a aussi des phases plus formelles de matchmaking où tout le monde se rencontre. En l'occurrence, on avait prévu de faire un matchmaking français. Bon, je vous le dis, dans un premier temps, je dirais que c'est relativement manuel. Hein, c'est côté DGE. Nous, comme nous recevons les informations de tout le monde, on essaie de proposer des échanges très amont pour essayer d'établir des collaborations. Mais il y aura aussi des phases de matchmaking européen où seront conviés tous les contributeurs à la consultation pour pouvoir échanger et essayer de trouver des pistes de collaboration intéressantes. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question comme ça de la part de Jules, donc je pense que ça l'adresse entièrement. Merci de votre réponse. Il y a Guyliane qui nous parle aussi, qui nous pose la question de savoir s'il y a un ordre de grandeur de type d'investissement qui peut être envisagé.
Est-ce que c'est fait par un seul État ou est-ce que ça peut se faire par plusieurs États? Alors, le cas de figure le plus commun, c'est un chef de file qui est localisé dans un État membre, l'État membre finance. D'accord. Sur ses crédits en propre. Il peut arriver que le projet bénéficie de cofinancement par des fonds européens, comme par exemple EITF ou d'autres acteurs, mais c'est plus rare. En tout cas, en France, nous n'avons pas eu ce cas de figure, mais je peux m'enseigner. Et vous avez parfois des projets qui sont binationaux, où il peut arriver qu'il y ait par exemple une collaboration entre deux chefs de file dans deux États membres, auquel cas le projet bénéficie indirectement de fonds binationaux. Mais le cas plus général, c'est le gros de l'aide est attribué par l'État membre qui a sélectionné le chef de file. Donc maintenant, je ne sais pas si il y avait une question également sur Il y avait une question sur le niveau de TRL. l'intensité. Pardon, oui, je n'ai pas répondu sur l'intensité d'aide lors de grandeur. Oui, quels sont les types de montants envisagés? Oui, les types de montants. Alors, un PIEC, c'est un process de validation qui peut être très lourd. Comme vous l'avez vu sur la vague 1, on a eu des d'instruction auprès de la Commission européenne qui atteignent 1 an et demi, 2 ans. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est parce que la Commission européenne a été très embolisée par la multiplication des PIEC. Ces 2 dernières années, il y a eu 4 PIEC menés en parallèle, hors santé. Et donc, il y a eu une embolie un peu du guichet. Maintenant, ça va mieux. Et donc, on a pu avancer et on est en phase de valider tous les dossiers. En revanche, le PIEC reste quand même un outil, même si la gouvernance a été allégée depuis, qui demande du temps et du capital humain, ce qui veut dire qu'on ne va pas vous engager sur un guichet PIEC pour des montants d'aide qu'on sait pouvoir financer autrement, sur des guichets français non notifiés, où vous pouvez concrètement, voilà, entre le moment où vous déposez le dossier et où vous avez l'aide, il se passe 6 mois, 1 an maximum, alors que sur un PIEC, ça peut attendre 1 an et demi. Donc effectivement, on est plutôt sur des montants d'aide qui sont supérieurs à 30 millions, voire à 50 millions d'euros. Autrement, en tant qu'État membre, on a un devoir de conseil vis-à-vis de nos entreprises. On essaiera plutôt de vous rediriger vers des guichets non notifiés, dont on sait que vous pouvez espérer des financements intéressants, même si ils sont du pécuniaire moins intéressants que le PIEC, mais vous avez des délais d'instruction qui sont plus légers pour vous et de l'argent plus vite. Donc là-dessus, je dirais qu'il ne faut pas avoir de censure. L'idée à ce stade de la consultation, c'est vraiment d'envoyer vos projets, d'envoyer vos pistes de prospective. Et nous, des côtés des GE, on vous dira de façon tout à fait transparente si le guichet PIEC correspond ou si vous avez plus intérêt à vous diriger vers des guichets plus légers. Donc là-dessus, gardez en tête à peu près la fourchette entre 30 millions d'aides et 50 millions. On est à peu près dans des eaux où un PIEC commence vraiment à être intéressant. En deçà, on essaiera plutôt de vous rediriger vers des guichets plus light. Merci beaucoup pour ces questions. Est-ce qu'il y a un niveau de TRL qui doit être considéré pour minimum ou maximum pour un PIEC? Alors, sous tout contrôle, Thomas, le niveau de TRL n'est pas nécessairement un critère d'appréciation. Voyez plutôt les projets PIEC comme des programmes de R&D finalement avec souvent plusieurs items. Donc vous pouvez en avoir certains qui sont extrêmement amont, donc on est plutôt sur une TRL inférieure à 3, et parfois des éléments qui sont un peu plus avancés, mais qui sont nécessaires à la conduite générale du projet. Par exemple, je prends un exemple fictif, vous développez une thérapie génique, vous n'avez pas de preuve de concept, mais vous savez à peu près quel sera votre plan de développement, donc voilà, vous proposez ce plan. Et au demeurant, vous avez d'autres items, par exemple un item production, où là le TRL est un peu plus avancé, puisque c'est plus un rattrapage technologique sur des techniques de production. Vous avez un modèle animal, par exemple, qui est développé en parallèle, qui a lui-même un TRL un peu plus avancé. Finalement, on considère les projets de façon très globale. Donc il peut y avoir des éléments, et c'est important pour la Commission européenne d'avoir cet élément d'innovation disruptive, mais on peut aussi admettre, je dirais, des éléments annexes qui sont un peu plus avancés, mais qui sont essentiels à la conduite du projet. Ouais, Thomas Levaux, chargé de politique industrielle de santé. Je me permets juste de compléter ce que vient de dire Lise. Donc tout à fait, on n'a pas forcément de doctrine fixe sur le sujet, sur le niveau de TRL. Dans la première vague du PIEC Santé, on avait notamment des projets qui présentaient plusieurs niveaux au sein d'un même projet, comme l'a expliqué Lise. Donc le but est véritablement, pour la commission et pour nous, de regarder le projet dans son ensemble et de ne pas avoir de limites fixées à ce niveau-là. Maintenant, il est assez évident qu'un projet qui se positionne en tant que chef de file avec
seulement une preuve de concept et pas forcément beaucoup d'expérience au préalable sera peut-être plus compliqué pour se positionner, mais on n'a pas de doctrine fixe sur le sujet. Et comme la Commission met au centre des projets PIEC une innovation disruptive et fondamentale, il ne faut pas se briter non plus et on regardera tout ça au cas par cas. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'une SAT, nous demande Well, peut être chef de file en fédérant des laboratoires de recherche publique et des industriels? Alors, non. Les SAT, c'est pas possible. Non, je ne crois pas qu'une SAT puisse être chef de file. Ça peut être en tant que partenaire indirect. Très bien. Okay, merci beaucoup. Alexandre nous demande si des candidatures peuvent être... est-ce qu'une candidature peut être faite si tous les partenaires ne sont pas identifiés dès le début? C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez... voilà. Oui, bien sûr, ce que disait Lise tout à l'heure, les one-pagers sont pour nous à titre indicatif pour l'instant. Donc, c'est si vous n'avez pas tout l'écosystème autour de vous, c'est pas grave à ce stade. Pour nous, l'idée, c'est d'avoir une première impression de vos partenaires potentiels, les personnes que vous voyez comme étant chef de file. Mais il n'y a pas rien n'est figé à ce stade. Très bien, merci beaucoup. Il y a Henry qui nous demande s'il y a un budget attendu pour des partenaires indirects dans l'enveloppe des 30 à 50 millions dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, les chefs de file ont l'obligation d'avoir des partenaires indirects. Il n'y a pas de nombre fixé. Seulement, on considère que le chef de file bénéficiant quand même d'une aide très importante, il doit justifier de retombées pour son écosystème. Et nouer des collaborations, nouer des partenariats, c'est la meilleure preuve de cette intégration dans son écosystème. Donc, il faut avoir des partenaires indirects autour de soi. Sachant que ces partenaires indirects, je ne sais pas si on l'a précisé, mais donc peuvent bénéficier de leur propre programme d'aide, cette fois-ci sur un guichet national français, qui n'est pas l'objet d'une instruction européenne, mais bon, évidemment, le résultat est lié au destin, je dirais, du chef de file. Toutefois, on attend, c'est vrai, un cofinancement du chef de file sur les partenaires indirects. Ça varie énormément en fonction du type de chef de file, hein. Si c'est un acteur de droit privé ou public, ça dépend aussi du porteur du chef de file. C'est-à-dire qu'on admet par exemple, un porteur qui est une grande entreprise aura davantage, je dirais, les moyens de cofinancer ses partenaires indirects qu'une structure plus petite qui a besoin de se concentrer sur ses propres programmes de R&D. Donc, je dirais que c'est vraiment du cas par cas. Ça fait l'objet d'une négociation. Pour le coup, sur les partenaires indirects, c'est une discussion qui a lieu entre l'État français et le chef de file et les partenaires indirects. La Commission européenne n'a pas vraiment de droit de regard là-dessus. Et on tient compte évidemment du profil de l'acteur qu'on a en face pour jauger finalement de l'enveloppe qui pourra être attribuée aux partenaires indirects. Donc là-dessus, encore une fois, pas d'inquiétude à ce stade. On admet tous les budgets pour les partenaires indirects. Ça peut être parfois des budgets qui sont très modestes pour des items de R&D plutôt petits, mais ça peut être aussi des budgets beaucoup plus importants pour des programmes de recherche fondamentale, par exemple. Ça peut vite chiffrer. Et encore une fois, si vous avez déjà des partenaires indirects pré-identifiés et que vous pensez vous positionner comme chef de file, c'est intéressant de nous les signaler, puisque nous, on peut d'ores et déjà prendre contact avec eux pour essayer d'estimer grossièrement quel sera le besoin. Et c'est un élément d'appréciation dans le dossier, évidemment, puisque la viabilité financière nous intéresse au premier chef quand on regarde un dossier PIEC. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Nicolas nous demande de savoir si les autres États membres sont au même stade que d'identification et de sélection, ou est-ce qu'ils sont plus avancés. Thomas, je te laisse répondre. Oui, bien sûr. Alors, les États membres qui participent sont à peu près alignés sur la même timeline que nous, dans la mesure où les discussions, pour rien vous cacher, sont en place depuis maintenant plus d'un an. Donc, on a abouti à un périmètre avec les États membres, donc, comme Lise le précisait, les 10 États membres. Et ceux qui sont entrés en phase donc, de sélection de projets sont au nombre de 6. Et on est à peu près tous alignés sur la même timeline. Donc, ce que vous voyez dans le dernier slide, c'est une timeline qui a été décidée au niveau européen. Donc, elle ne dépend pas que de nous, et les États membres sont d'accord sur ce calendrier-là. Et donc, ce qui signifie que les États membres ont soit déjà clôturé
leur a émis et sont en phase de sélection, soit ont déjà sélectionné des projets et attendent justement cette période pendant l'été pour faire la sélection, pour organiser les premiers matchmaking. Donc tout le monde est à peu près sur au même niveau. D'accord. Et donc, ce même Nicolas nous pose la deuxième question. Je ne sais pas si c'est pour vous, Thomas, ou pas. Est-ce qu'il y a déjà des chefs de file identifiés dans d'autres États membres? Alors, à ce stade, non. À ce stade, il y a peut-être certains États membres qui ont identifié leur chef de file, mais nous n'avons pas l'information. Cela passera certainement au courant du mois de mai, lorsque les États membres européens participants se réuniront pour, on va dire, définir de manière assez formelle le nombre de participants en tant que chef de file avant d'organiser le matchmaking. Donc, ça arrivera quelques temps avant l'organisation du matchmaking. On n'a pas encore de visibilité claire sur cette date-là, donc on ne sait pas encore. Très bien, merci beaucoup. Il y a Jean-Philippe qui me demande si les entités localisées dans les 10 pays sont éligibles seulement et qu'est-ce qu'il advient des 9 autres pays. Alors, je me permets peut-être de faire une petite précision là-dessus. Lise, tu pourras compléter. Donc, on avait peut-être été pas très clair sur le sujet. Donc, il y a 10 pays qui ont participé à l'élaboration de Tech4Cure, c'est-à-dire au périmètre, aujourd'hui, ce que vous voyez, donc les segments qui sont concernés, les segments de marché que l'on a identifiés comme étant un sujet à des failles de marché. Cependant, entre le moment où cette définition du périmètre a été faite et la situation actuelle aujourd'hui, des États membres sont désengagés, d'où le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à seulement 6 États membres positionnés en tant que chefs de file, qui comptent notifier des projets. Et il faut savoir que donc, les projets chefs de file seront dans ces 6 pays. Cependant, il n'y a pas de restriction sur les entreprises étant dans d'autres pays, notamment dans les 10 initiaux, qui peuvent se positionner, eux, en tant que partenaires indirects ou alors se greffer à des projets. C'est pour ça qu'on a organisé un deuxième matchmaking en septembre, à l'automne, pour récupérer, entre guillemets, ces États membres qui ont peut-être sondé leur écosystème et ne sont pas positionnés en tant que chefs de file et voudraient quand même participer. Donc, on a vraiment une distinction à faire entre les projets chefs de file des 6 États membres participants et tous les pays européens potentiellement intéressés par Tech4Cure qui pourraient se greffer lors du deuxième matchmaking. Donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de restrictions sur les pays pouvant participer à Tech4Cure, en tout cas sur le statut de partenaire indirect. D'accord, très bien. Il y a pas mal de questions qui sont sur ce sujet-là, sur l'éligibilité, sur le rôle de chef de file ou de partenaire indirect. Donc, si on peut résumer toutes vos réponses, c'est que à ce stade-là, chacun peut candidater et que vous allez organiser la meilleure feuille de match possible pour le projet européen le plus cohérent possible, c'est ça? Exactement. Okay. C'est ça. Et encore une fois, c'était juste pour résumer 3-4 questions d'un coup qui sont arrivées là-dessus, mais histoire de résumer. Ce que je voulais dire aussi, c'est si vous avez éventuellement des partenaires indirects potentiels que vous avez déjà pré-identifiés, mais dont vous savez qu'ils sont dans d'autres États membres, et que vraiment leur brique technologique est essentielle pour la conduite d'un projet, c'est important de le signaler dès maintenant, puisque nous sommes en discussion permanente avec nos homologues d'autres États membres, et donc nous avons besoin un petit peu de savoir quels seront les enjeux de négociation au niveau européen. Donc si vous avez déjà des partenaires essentiels pré-identifiés, c'est aussi un élément à nous signaler. Alors, une question d'Alexandre qui me paraît important par rapport au coût à la gouvernance et donc au coût de gouvernance et de pilotage important de ces projets-là. Qui va prendre ces coûts en charge? Est-ce que c'est vous qui les rajoutez dans votre matchmaking ou est-ce que ça va être des partenaires externes? Est-ce que ces ressources doivent être intégrées dans les prévisions budgétaires du projet? Et ce, dès le one-pager ou c'est être rajouté dans un deuxième temps? D'accord. Concrètement, si je résume, est-ce que les coûts de montage du projet sont inclus dans les coûts éligibles? Alors, pas tant le montage, je pense que c'est surtout le pilotage, parce que si c'est un projet avec plusieurs intervenants, un chef de file et plusieurs contributeurs indirects dans plusieurs États membres, ça va faire des coûts de coordination non négligeables qui peuvent ne pas avoir été déposés dans le one-pager d'une personne qui vous écoute. Et donc, je pense que la question se pose sur quid de la réévaluation détaillée du project management et qui prend en charge ces coûts-là. Est-ce que c'est au niveau de... Enfin, voilà. Alors, c'est un point qui est assez complexe parce que on parle pas forcément toujours des mêmes types de dépenses. Concrètement, les frais les matchmaking sont organisés
aux frais de l'État membre qui accueille. Les coûts d'instruction, tout ceci étant supporté par déjà BPI France et par la DGE, je dirais qu'il n'y a pas forcément de coût pour l'entreprise supplémentaire à ce niveau-là. Effectivement, certaines entreprises choisissent de se faire accompagner par des acteurs privés, de conseil ou autres, donc ça évidemment c'est à leur charge, et il me semble que ces coûts-là ne sont pas éligibles dans l'assiette des dépenses PIEC. Alors, je me prononce avec des guillemets parce que il faut que je reconsulte un petit peu les détails de nos feuilles de route là-dessus. Mais théoriquement, ces coûts, non, ne seraient pas éligibles. Maintenant, voilà, on peut parler de coûts de catégories de coûts très très différentes, donc c'est parfois un petit peu difficile de l'estimer. Certains coûts vous passez pour des coûts de pré R&D. Donc bon, je ne sais pas exactement de quoi Alexandre, je crois que vous voulez parler précisément. Je pense que Lise, c'est vrai que c'est une question qui est assez difficile. En l'occurrence, je pense que la doctrine qui faisait foi lors de Made for Cure et la première vague du PIEC Santé, c'est qu'en effet, les coûts qui sont donc pré-R&D ne sont pas éligibles dans l'assiette à laquelle peut prétendre le porteur de projet. Cependant, il y a quelque chose d'assez important à noter, c'est que les coûts éligibles, en fait, s'ils sont rattachés directement au coût de R&D, alors à ce moment-là, en effet, on peut examiner ces dépenses dans le cadre de l'examen financier des dossiers. Mais en effet, comme on l'a précisé, je pense, l'examen et l'instruction d'un PIEC sont des processus lourds qui mobilisent des ETP et qui peuvent en effet donc engendrer des dépenses supplémentaires pour le porteur de projet, mais ce sont des éléments à prendre en compte. Et nous, en tant qu'État membre, la France défend vraiment auprès de la Commission européenne une volonté de simplification de ces processus-là, pour notamment accélérer la timeline et pour également, du coup, réduire les coûts pour les porteurs de projets. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille de notre côté directement auprès de la Commission européenne. Mais à ce stade, les coûts les coûts pré-R&D, pré-projet, on va dire, ne sont pas éligibles en cas d'un PIEC. Bon, ben merci pour ça. Il y a Alexandre qui est en train de taper. Peut-être d'autres. En revanche, peut-être que je peux préciser, mais si dans le cadre du montage du projet, par exemple, il est nécessaire d'avoir un Scientific Project Manager, alors à ce moment-là, cette personne qui sera mobilisée à temps plein sur la coordination du projet, et donc qui pourrait aussi intervenir sur les sujets PIEC de manière générale, peut être un coût éligible. Donc, ça va vraiment dépendre du montage et de comment est-ce que le projet s'articule. C'est assez difficile d'établir une doctrine directement dessus, et on verra ça au moment de l'instruction avec la Commission européenne. Très bien. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions dans le chat ou dans les onglets questions. C'est le même souvent. Peut-être, si je peux apporter une petite précision sur la typologie de projet, je dirais que... Ah, attendez, Alexandre qui apporte une précision. Alors, toute l'articulation, si c'est des coûts qui sont générés pendant la période du projet et directement pour sa réalisation, ces coûts sont imputables au PIEC. Ce que vous décrivez là, c'est éligible. Je dirais que c'est plutôt les coûts afférents au montage du dossier auprès de la Commission européenne, où là, c'est un peu plus difficile à estimer. Et la plupart du temps, ces coûts ne sont pas considérés comme éligibles. Mais une fois que le projet est lancé, tous les coûts de coordination entre les partenaires, ça compte comme des frais inhérents au projet. D'accord. Okay. Donc les coûts de préparation ne sont pas à inclure. Par contre, les coûts de management indirect liés à la coordination peuvent être inclus à hauteur de, comme le disait peut-être Alexandre, 15%. Oui, donc peut-être juste une précision sur la typologie de projet attendu. Sur cette deuxième vague Tech for Cure, vous l'avez vu, nous avons donc des segments qui ont été identifiés avec les États membres. Les deux premiers segments sont, je dirais, plutôt sectoriels, donc imagerie et un plan actif. Le troisième est beaucoup plus transverse sur la production. Mais pour autant, la production, il y a un peu un leitmotiv, je dirais, sur tous les PIEC. L'intérêt essentiel du PIEC étant de faire le lien entre les phases de R&D et l'industrialisation.
Mais par exemple, on peut admettre plusieurs cas de figure. Donc, ça peut être un acteur qui va développer des produits et l'outil de production qui est lié. Ça peut être aussi des consortiums où certains acteurs s'occupent de la production, d'autres de la R&D. Finalement, on peut admettre des formats assez divers pour s'adapter à l'écosystème qu'on a en face. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de vos capacités techniques et de vos projets. Attendez, je vois une question de Jean-Philippe. Est-ce qu'on doit couvrir que la transition écologique ou le numérique ou les deux à la fois? Alors, c'est des objectifs généraux de l'Union européenne. Donc, tous les projets, je dirais, doivent justifier un petit peu de cette thématique. Mais ce n'est pas forcément un leitmotiv central de tous les projets. La transition verte, je dirais que c'est une exigence. Par exemple, on va vous demander dans l'instruction du projet de remplir des documents type DNSH. Vous aurez peut-être aussi des questions techniques sur votre impact environnemental, même sûrement. Sur le numérique, on pourra vous demander si vous avez un apport particulier. Je dirais que c'est des éléments d'appréciation du dossier, à la fois pour l'État français, mais aussi pour la Commission européenne. Mais le sujet n'est pas forcément, ne doit pas forcément avoir ces deux thématiques comme colonne vertébrale. Oui, je pense qu'il est important de préciser que cette dimension numérique et verte est davantage un travail de narratif pour nous et de justification de la pertinence de ce PIEC auprès de la Commission européenne. Et non, bien sûr qu'il est préférable que les projets présentent des innovations qui soient soit reliées à la transition numérique, soit à la transition écologique, soit aux deux. Mais en effet, c'est davantage un travail de narration pour justifier du PIEC auprès de la Commission européenne et s'inscrire dans ses travaux à horizon 2050. Alors Jean-Philippe me demande si le risque technologique et donc d'échec reste un critère d'éligibilité. Alors le risque d'échec en santé, il est évidemment très fort par rapport à d'autres secteurs qui ont pu bénéficier d'un PIEC. Tout ça, la Commission européenne en a parfaitement conscience. Donc je dirais que le risque technologique n'est pas vraiment un critère d'éligibilité. En revanche, on va vous demander comment ce risque est mitigué. C'est-à-dire que sur un programme de R&D qui comporte 6 work packages, par exemple, la Commission européenne vous demandera de quantifier votre niveau de risque sur chaque work package. Quel sera votre plan de mitigation, vos plans de retournement en cas de problème? Quels sont les items qui mettent en péril l'intégrité du projet? Quels sont ceux, je dirais, qui sont plus accessoires? Et même au niveau français et européen, il y aura évidemment un examen, je dirais, de la capacité technique de l'entreprise à porter le projet à son terme. Donc ça peut être des éléments typiquement, voilà, historique de développement, publication, capacité RH en interne, compétences techniques en interne, partenariat aussi bien choisi. Donc je dirais que c'est une évaluation qui est assez holistique, mais le risque technologique est parfaitement intégré dans nos grilles. On cherche des projets qui sont extrêmement disruptifs et donc on s'attend évidemment à un niveau de risque qui est un plus important que ce qu'on peut avoir sur des guichets, je dirais, pour des projets un peu plus en aval. Et pour rassurer aussi un petit peu sur ce point, une fois qu'un PIEC a été approuvé par la Commission européenne, il y a une contractualisation avec l'État membre. C'est-à-dire que concrètement, vous allez établir un contrat entre l'État et vous, avec Bpifrance comme opérateur, et il y aura des jalons techniques qui vont être définis à l'avance, un peu comme des checkpoints pour le décaissement de l'aide, ce qui fait que je dirais qu'en cas d'échec critique sur un item, ça fera tomber tout simplement l'aide sur la suite du projet. Et pour autant, vous aurez été accompagné sur les phases précédentes. Donc je dirais que le plan de mitigation des risques, c'est quelque chose qui est vu en avance avec l'État membre pour essayer de limiter les pertes à la fois les pertes de propriété intellectuelle, mais aussi les pertes de capitaux. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pris en compte. Très bien. Écoutez, il nous reste 10 minutes. Mais si je vois que vous avez réussi à répondre à toutes ces questions en un temps record, on ne va pas vous retenir non plus longtemps. Sauf si vous avez un dernier mot à ajouter au nom de la DGE. Je pense qu'on en a fait notre doctrine sur cette deuxième vague de projets et on incite vraiment les acteurs de toute taille et notamment les acteurs émergents à participer. Et par acteurs émergents, j'entends start-up, PME, à participer et à ne pas se laisser impressionner par le process PIEC qui est certes long, mais en tout cas la DGE se positionne vraiment comme
comme rôle de conseiller et on va vraiment vous accompagner pour les dossiers. Donc n'ayez vraiment pas peur de cette lourdeur potentiellement réglementaire et de montage de dossiers. On essaie de faire changer les choses au niveau européen et d'autres États membres sont également, nous soutiennent dans cette initiative. Donc on vous incite vraiment à candidater, notamment pour un écosystème des dispositifs médicaux qui est plus ouvert et plus enclin à avoir des acteurs de plus petite taille. Donc on sait que ça serait passé à côté d'une belle opportunité que de ne pas fédérer les acteurs émergents sur ce segment. Eh bien, merci à tous et à toutes. Et encore une fois, encourageons les petits à soumettre, parce que tous ensemble, il y a peut-être, comme vous l'avez dit, l'opportunité de faire un très gros projet au niveau européen. Excellente journée, excellente semaine. Peut-être juste un tout petit point plus prosaïque, excusez-moi. Pour ceux qui seraient intéressés pour répondre à la consultation, vous avez tout vous avez le one-pager sur le site internet de la DGE. N'hésitez pas aussi à nous contacter directement par email. Je ne sais pas si France Biotech vous faites une communication post-webinaire, mais je pourrais vous transmettre les liens